Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, il y a des parents ou des enseignants bienveillants qui, lorsque un élève ou un enfant a des difficultés scolaires ou d'handicap d'apprentissage certains, cherchent à trouver déjà, l'origine du problème et deux, de trouver une solution. Bon, jusqu'à présent, rien de plus classique et rien de plus sain finalement. Et très souvent, les questions se posent chez l'élève. Est-ce que l'élève a un TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité? Est-ce que mon enfant est dyslexique? Donc toutes ces questions se posent tout à fait légitimement. Et puis, on va aller voir ensuite des spécialistes comme un orthophoniste, faire des tests, toute une batterie de tests, pour pouvoir comprendre un petit peu pourquoi l'enfant a un certain retard dans l'apprentissage, en tout cas pourquoi il a des difficultés, et pour se rendre compte que poser un diagnostic. Cette recherche tout à fait légitime de problèmes pour trouver une solution, il y a des mécanismes assez négatifs qui peuvent se mettre en jeu et amener plutôt à un effet inverse à celui recherché. Et oui, c'est-à-dire que dans une bonne volonté, une volonté de bien faire, dans une bonne intention, des parents ou des professeurs bienveillants peuvent amener l'enfant à des résultats contraires à l'effet recherché, à savoir que en voulant retrouver un diagnostic, en voulant chercher un diagnostic, on va plutôt plus handicaper l'enfant ou l'élève que l'aider. Alors quels sont ces mécanismes en jeu? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Le premier danger, donc en fait, il y a deux dangers principaux. Le premier danger, c'est l'étiquetage. C'est poser un jugement, quelque sorte de jugement, une forme d'étiquette, désignation réelle ou supposée sur quelqu'un. Et donc, évidemment, l'étiquette ou l'étiquetage est accentué sur le fait d'identifier la personne à l'étiquette. Alors comment ça se passe? Tout simplement en utilisant le verbe être au lieu du verbe avoir. C'est-à-dire que mon enfant est dyslexique, mon enfant est TDAH. Voyez, donc le est a tendance à identifier la personne et à solidifier la personne dans ce handicap, alors que en fait la personne n'est pas le handicap, l'élève ou l'enfant n'est pas la dyslexie. Et pourtant, dans cette désignation, c'est ce qui se produit. Donc l'étiquetage, pour nombre de spécialistes, est un biais cognitif qui consiste à réduire l'autre ou soi-même un élément plus ou moins péjoratif de son comportement ou de sa personnalité. Les individus étiquetés tendent à se conformer au jugement qu'on plaque sur eux, et ce jugement sera relativement difficile d'y revenir dessus, notamment par un effet, ce qu'on appelle l'effet golem et l'effet Pygmalion. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est qu'il y a une sorte de prophétie auto-réalisatrice qui se met en place. Comment expliquer le fait que mettre une étiquette ou désigner simplement une difficulté amène à un effet purement négatif, en tout cas amène à un effet bien contraire à ce qu'on recherche. Alors d'abord, il y a un sentiment d'impuissance chez les personnes étiquetées. Les élèves étiquetés ont des croyances significativement plus faibles en leur propre capacité à apprendre que les autres. C'est une étude de Hong Kong qui a été publiée en 2017 qui montre que les enfants ayant un trouble d'apprentissage spécifique sont susceptibles de développer une auto-stigmatisation, donc une forme d'étiquetage. Les attentes en matière d'éducation sont plus faibles. Il y aurait donc une forme de sous-stimulation. Et c'est ce que montre une étude de 2002 qui a recensé quand même un travail sur 11 740 adolescents. Donc vous voyez que ici sur cette étude, les données sont très significatives. Et l'étude indique que, à l'appui des prédictions de la théorie de l'étiquetage, les enseignants et les parents sont plus susceptibles de percevoir les handicaps alors là il y a un problème de traduction, et ont des attentes éducatives plus faibles pour les adolescents étiquetés que pour les adolescents
qui réussissent et se comportent de manière similaire et qui ne sont pas étiquetés comme handicapés. Alors ici, c'est une traduction de l'anglais. Ça ne veut pas dire handicapé, c'est plutôt sont étiquetés comme ayant des difficultés en fait, tout simplement. L'effet négatif d'être étiqueté avec des troubles donc de l'attention sur les attentes éducatives des adolescents est partiellement mécanisé par les attentes plus faibles des parents et en particulier les enseignants. Donc la conclusion est vraiment très intéressante. Vous voyez, c'est vraiment contre-intuitif. Et il a été aussi rajouté que mais la possibilité la plus troublante est que le placement en éducation spécialisée, donc des jeunes qui ont un vrai handicap vraiment lourd, donc dans ces cas-là, eh bien, on les met dans une éducation spécialisée, ce qui paraît de bon sens. Eh bien, ce placement en éducation spécialisée limite plutôt qu'il n'élargit les possibilités de ces élèves. Il y a aussi un avis très intéressant de Edwin Ellis, donc a réalisé un papier de recherche en 2002, donc ça date un petit peu, bien entendu, mais ça reste tout à fait actuel. Et Edwin Ellis note que les étudiants avec une étiquette de trouble d'apprentissage spécifique ne sont par définition pas stupides, mais souvent ils sont traités comme s'ils l'étaient. Cela peut les amener à commencer à penser, à tort, bien entendu, qu'ils le sont. Je voudrais terminer sur l'avis de Peter Gray. Alors Peter Gray, il faut savoir, pas forcément connu dans le milieu francophone, mais c'est un chercheur très réputé dans l'éducation, en tout cas dans le domaine de l'éducation. Donc il est professeur et chercheur au Boston College et auteur de nombreux livres sur l'éducation et en psychologie. Il dit, je les cite, indiquer et étiqueter les personnes comme ayant un trouble d'apprentissage spécifique pourrait être utile si certaines des affirmations concernant le trouble étaient vraies. Si nous n'avions vraiment que tout le monde avec l'étiquette avait le même déficit neurocognitif sous-jacent, et si nous avions un traitement fiable pour le déficit, alors l'étiquetage pourrait être bénéfique. Cela nous dirait à qui fournir le traitement. Dans l'état actuel des choses, cependant, les preuves ne sont pas solides que l'étiquetage mène à des traitements bénéfiques, et il y a de bonnes raisons de penser que l'étiquetage peut entraver l'apprentissage plus souvent qu'il n'aide. Ensuite, donc, on a parlé d'étiquetage et il y a un deuxième danger, c'est le mécanisme en jeu, bien entendu, c'est le surdiagnostic. Qu'est-ce que le surdiagnostic? Lorsqu'une véritable anomalie est découverte, mais la détection de cette anomalie ne profite pas aux patients. Alors ici, il s'agit, je vous donne une définition d'un papier médical, mais qui se reporte tout à fait dans son handicap handicap d'apprentissage. Donc il doit être distingué du diagnostic erroné dans lequel le diagnostic est inexact et n'est pas synonyme de surtraitement ou de surutilisation dans lequel un excès de médicaments, donc ici évidemment il s'agit d'un contexte médical, mais comme je l'ai dit, ça peut être aussi un contexte d'handicap d'apprentissage, donc je disais dans lequel un excès de médicaments ou de procédures est fourni aux patients pour des diagnostics corrects et incorrects. Il y a un papier qui est assez intéressant, un papier de recherche en pédiatrie, publié en 2019, qui va dans le même sens, voire même qui va un peu plus loin. Le titre est assez évocateur, Primum non nocere, ça veut dire ne pas nuire. Et ce papier de recherche indique que le surdiagnostic et les intentions inutiles peuvent nuire au développement neurologique de l'enfant, rien que ça, et à la qualité de vie des familles, plus qu'on ne le pensait auparavant. Dans ce commentaire, nous discutons des connaissances récentes, de leurs applications pratiques et pédagogiques, et de quelles considérations sur les effets de ces choix sur les enfants. Voilà. Alors je suis désolé, c'est une traduction, par moment la traduction en français, en tout cas le français est un petit peu aléatoire. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est l'avis du British Medical Journal, qui a publié un article en 2021 et qui fait un lien intéressant entre étiquetage et surdiagnostic, et qui indique que l'étiquetage d'une personne atteinte d'une maladie ou d'un état anormal, donc ici on est dans le contexte d'un handicap d'apprentissage, qui n'aurait pas causé de préjudice à la personne si elle n'avait pas été découverte, créant de nouveaux diagnostics en médicalisant les expériences de vie ordinaires ou en élargissant les diagnostics existants, en abaissant les seuils ou en élargissant les critères sans preuve d'amélioration des résultats.
Les individus ne tirent aucun avantage clinique de la surdiagnostic, bien qu'ils puissent subir un préjudice physique, psychologique ou financier. Le British Medical Journal, bien comme son nom l'indique, c'est plutôt dans un contexte médical, mais aussi psychologique et donc d'apprentissage. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il faut faire? Des élèves ont vraiment de la difficulté, malgré des cours de soutien, ou des parents qui constatent que leur enfant a vraiment un handicap d'apprentissage malgré les efforts. Faudrait-il rien faire? Bien entendu, non. Évidemment, mon propos, c'est pas d'indiquer qu'il ne faille rien faire du tout. Dans l'action, dans la volonté de trouver une solution, d'éviter justement de tomber dans l'effet pervers de ces deux mécanismes-là. Comment éviter de tomber dans l'effet pervers de ces deux mécanismes, en tout cas de se faire prendre au piège? Tout simplement, lorsque vous constatez un handicap certain, évitez d'utiliser le verbe être, et plutôt d'utiliser le verbe avoir. Par exemple, un parent a un enfant qui a une dyslexie, vous voyez, donc mon enfant a une dyslexie, mon élève a une dyslexie, ou alors tel élève souffre du TDAH, cet élève souffre d'un trouble de l'attention, ou cet élève a une difficulté de l'attention. Vous voyez, c'est vraiment c'est ce qui fait la différence. Alors vous me direz, mais oui, bon, ce sont que des mots, ce ne sont pas les mots qui font la différence. Eh bien, détrompez-vous. Vous savez que les mots peuvent être extrêmement puissants. Les mots sont pas que de la syntaxe, mais aussi véhiculent une énergie. Très souvent, je cite cette histoire qui vient de l'Inde, où eh bien un sage explique la puissance des mots. Et puis, subitement, un jeune homme se lève et dit oui, bon bah de toute façon, votre discours sur l'importance de la bienveillance, l'importance de bien parler, de faire attention à ces mots, c'est un petit peu n'importe quoi. Et là, le sage rétorque au jeune homme, mais qui êtes-vous pour dire ça? Je pense que vous êtes totalement illettré et totalement débile pour pouvoir dire de tels propos. Le jeune homme, devant l'assemblée, regarde l'assemblée tout rouge et commence à éructer, se mettre en colère en disant mais vous êtes supposé être sage, comment vous pouvez me traiter de la sorte? Et là, le sage, d'une voix douce, dit « Excusez-moi, je voulais pas vous blesser, c'est simplement des mots qui sont sortis de mon esprit, mais je vous donne beaucoup de considération, veuillez encore m'excuser. » Et là, le jeune homme se détend et se rassit. Le sage s'adresse à l'assemblée en disant « Voyez, j'ai répondu à la question de ce jeune, à savoir que par quelques mots, eh bien, j'ai réussi à le faire lever, à le mettre en colère, et par quelques mots encore apaisants, j'ai réussi à le déstresser complètement. » Concernant un handicap d'apprentissage, comme la dyslexie, la dyscalculie ou le TDAH, ce qui est important, c'est d'avoir une vision beaucoup plus large de la réalité. Savez-vous, d'ailleurs j'ai consacré une vidéo là-dessus, mais savez-vous que à peu près dans le monde, dyslexie légère ou vraiment costaud ne concerne que, entre guillemets, 5% de la population. Donc quand vous avez dans une classe environ plus de la moitié des élèves qui souffrent d'une dyslexie ou en tout cas qui sont diagnostiqués comme tels, vous voyez qu'il y a un problème. Et aussi être conscient qu'il y a dans le diagnostic que l'on peut poser, il y a ce qu'on appelle l'effet horn ou le contraire de l'effet de halo, c'est-à-dire que, eh bien, on reste sur sa première impression. On a tendance, en tout cas, le cerveau a tendance à rester sur sa première impression, mais si négative. Et quand vous avez une première impression négative, par exemple, quand vous voyez un jeune qui a des difficultés et vous pouvez vous dire, peut-être que là, il y a une dyslexie, eh bien, le seul fait de poser cette idée-là, eh bien, vous risquez de la renforcer. Et lorsque les parents, quand vous allez voir les parents, vous vous dites, voilà, votre enfant est probablement, vous voyez, dyslexique, donc vous renvoyez à identité et dyslexique, eh bien, vous semez dans la tête des parents une graine qui peut s'avérer plutôt un poison. Lorsque les parents vont voir un spécialiste comme un orthophoniste, les spécialistes sont des êtres humains, bien entendu, même s'ils sont spécialistes. Lorsque les parents vont voir un spécialiste et vont dire « Ah, voilà, notre enfant est dyslexique »
ou en tout cas, on m'a dit que il était dyslexique, les parents induisent un biais dans l'esprit du spécialiste en disant, de base, le spécialiste va considérer l'élève comme dyslexique et donc va chercher savoir si l'élève a une dyslexie légère ou forte. Mais ça induit en fait une idée dans l'esprit du spécialiste. Or, c'est tout à fait différent si les parents viennent voir le spécialiste en disant, voilà, mon enfant a des difficultés d'apprentissage, je ne sais pas ce qu'il y a, pouvez-vous faire un diagnostic? Vous voyez, là, dans l'esprit du spécialiste, il y a pas d'idée induite et donc un biais qui pourrait être fait dans la tête du spécialiste, parce que malgré tout spécialiste qu'il est, le spécialiste reste un être humain et donc aussi est victime de biais cognitifs. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et comme vous le savez, vous avez le guide gratuit que vous pouvez télécharger. Le lien est en description. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.